Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. La mort accidentelle du roi écossais Alexandre III, on est en 1286, au moment où il n'a plus comme héritière qu'une petite fille de 3 ans qui vit en Norvège, a été, sachez-le pour l'Écosse, une véritable catastrophe dont les conséquences allaient être dramatiques puisqu'elle a failli tout simplement coûter à ce pays son existence en tant que royaume indépendant. John of Fordun, un siècle plus tard, a très bien exposé le sentiment d'angoisse qui s'est littéralement emparé des Écossais devant l'inconnu. Ô Écosse, quel malheur pour toi de perdre un si bon pilote. Quel malheur plus grand encore qu'il disparaisse sans te laisser un guide pour lui succéder. Que cette mort sera bien pour toi une source éternelle de chagrin et de douleur. Une guerre de 61 ans, de 1296 à 1357, va suivre, guerre civile autant que guerre étrangère. Mais à la fin, le pays va définitivement conquérir sa place parmi les États européens avec un allié solide sur le continent et une dynastie nouvelle. Les 6 décennies qui vont s'écouler de la mort d'Alexandre III au traité de Berwick sont essentielles dans l'histoire de l'Écosse. Elles sont, sachez-le, encore présentes de nos jours au plus profond de la mémoire collective du pays et contribue, plus que toute autre période de l'histoire, à alimenter la conscience nationale écossaise. Alors nous allons donc voir ensemble ces décennies centrées sur le personnage de Robert Bruce et nous allons croiser des personnages connus tant par le cinéma que la littérature, William Wallace évidemment, mais aussi Philippe le Bel et Sophie Marceau, Isabelle de France, la fille du roi Philippe, vous savez, héroïne des Rois maudits de Maurice Druon. Sans oublier Édouard Ier, Édouard II et une belle brochette de personnages. Alors, armez-vous de patience, enfilez vos tartans, messieurs, vos robes longues, mesdames, puisque nous filons à la toute fin du XIIIe siècle pour suivre ce nouvel épisode Timeline, épisode 1, Robert Bruce et l'indépendance de l'Écosse. À la fin du XIIIe siècle, l'Écosse apparaît comme un pays en progrès, économiquement, administrativement et même intellectuellement, grâce à des ports comme Aberdeen, Dundee, Leith, Berwick, tous sur la côte est d'ailleurs, il faut quand même le remarquer. Des relations commerciales régulières sont établies non seulement avec la Scandinavie, mais aussi l'Allemagne, les Pays-Bas, la France et bien sûr l'Angleterre. L'Écosse exporte de la laine, du goudron, du bois, des peaux, du poisson séché, elle apporte du blé, du vin, des produits manufacturés. La monnaie écossaise commence même à circuler. Il faut quand même dire que le sterling anglais reste quand même de loin le moyen d'échange le plus répandu. Grâce aux abbayes et aux évêchés, le niveau intellectuel commence également à s'élever. Des étudiants écossais fréquentent les universités d'Oxford, de Cambridge, de Paris, de Bologne. On voit même un franciscain écossais, Peter Ramsay, qui enseigne à Oxford et puis qui va devenir évêque d'Aberdeen. Il y a maître Mathieu d'Écosse, Matthäus Scotus, qui va être professeur à Paris en 1218 avant d'être nommé chancelier d'Écosse par Alexandre II. À la fin du XIIe siècle, le franciscain Duns Scott sera l'un des plus illustres théologiens de Paris et de Cologne. En 1293, le nombre d'étudiants écossais en France va être assez élevé pour que le roi Philippe le Bel prenne même l'initiative de les expulser collectivement du royaume quand l'Écosse va devenir anglaise après la conquête d'Édouard Ier. On va voir ça. Sauf que toutes ces données ne doivent quand même pas faire illusion. Il n'y a en Écosse ni université, ni archevêché. Le roi d'Écosse affirme en toute occasion son entière indépendance à l'égard de la couronne d'Angleterre, ce qui n'empêche pas la question de l'hommage à ce fameux roi d'Angleterre de renaître périodiquement. Mais ça, on va dire que c'est tout au long du Moyen-Âge, partout, c'est ce qu'on appelle la féodalité, on va y revenir, c'est extrêmement important dans cette émission. L'économie écossaise reste pauvre. Les villes, sauf peut-être Berwick encore une fois, sont loin d'atteindre l'importance de celle d'Angleterre et a fortiori de Flandre ou de France. Pour les Anglais et pour les Français d'ailleurs, l'Écosse demeure un pays lointain, barbare même comme l'écrit le chroniqueur anglais Matthew Paris. L'image de l'Écossais pour le reste du monde, c'est celle du montagnard, on va dire du paysan, aux jambes et aux pieds nus, à peine vêtu, d'une peau de mouton, d'un tissu grossier comme ça qui s'arrête aux genoux, qui descend périodiquement de ses collines pour aller piller les terres cultivées du sud. En plus, les rois d'Écosse eux-mêmes et leurs barons tirent une part importante de leurs revenus, de leurs terres en Angleterre et en France. La crainte de les perdre va jouer beaucoup après la mort d'Alexandre III. Elle va jouer un rôle essentiel même dans leur attitude vis-à-vis d'Édouard Ier, on va voir ça.
l'indépendance de l'Écosse en 1283 n'est pas encore gravée dans le granit. Le roi Alexandre est mort d'une assez curieuse façon. Alors les chroniqueurs de l'époque et les historiens modernes considèrent sa mort, qui est intervenue sur la route de Longhorn, comme un accident. Et il n'y a a priori pas de raison de soupçonner le contraire. Quoique, vous allez vous faire une idée, parce que, après tout, un roi qui sort, en pleine nuit, sans son escorte, en pleine tempête, et qui s'écrase dans un ravin plusieurs dizaines de mètres plus bas sans témoin, on peut quand même se poser la question. Il n'a pas d'autre héritier que sa petite fille, entendez vraiment, la fille de sa fille, qui s'appelle Marguerite, qui a 2 ans et qu'on surnomme la Vierge de Norvège. Alors je vais prendre 2 secondes, et déjà un cachet d'aspirine, pour vous expliquer les liens de parenté. C'est pas simple, prenez des notes. Le roi écossais, donc Alexandre III, épouse en premières noces Marguerite d'Angleterre, qui est la sœur d'Édouard, de celui qui va donc devenir Édouard Ier d'Angleterre. Ensemble, ils ont une fille, Marguerite, très originale, Marguerite d'Écosse donc, qui va épouser le roi de Norvège. Et ce sont ces deux-là qui ont une fille, qu'ils appellent, je vous le donne Émile comme dirait Coluche, Marguerite. C'est donc de cette petite Marguerite dont je parle, qui n'a plus ni sa mère, ni sa grand-mère. Elle est alors immédiatement proclamée reine, donc par les États réunis à Scone, en Écosse, en toute hâte, sauf que, entre le moment où elle aurait connaissance de la nouvelle, le temps des préparatifs et de la traversée pour rejoindre son nouveau royaume, il allait s'écouler beaucoup de mois. Un plus long moment encore, avant même qu'elle soit en âge de se marier et donc de donner un roi à l'Écosse. Donc en attendant, il faut assurer le gouvernement du pays. De son vivant, Alexandre a quand même réussi à asseoir son autorité sur les comtes et sur les barons, mais c'est ce qu'on dit, quand le chat n'est pas là, c'est l'adage. Sans forte poigne, les rivalités, on va dire, entre familles et entre factions vont de nouveau éclater. Alors chez nous, quand c'est comme ça, on nomme un régent. En Écosse, les États recourent à une solution, on va dire, toute féodale. On appelle ça les gardiens. 6 gardiens sont nommés pour administrer le royaume, 2 évêques, William Fraser et Robert de Glasgow, 2 comtes, Duncan de Fife et Alexander Comyn, et 2 barons, John Comyn de Badenoch et James Stewart. Alors quand on imagine le taux de mortalité infantile à cette époque-là, on devine sans mal à quoi ces 6 gardiens pensaient à ce moment-là. Ils devaient un peu se frotter les mains, si vous voulez mon avis. Or, 2 familles également pouvaient prétendre au trône en descendance directe des anciens rois. Robert Bruce, le père de celui dont on parlera, et Jean Balliol. Robert Bruce père est seigneur d'Annandale, au sud-ouest, juste à la frontière anglaise, et Jean Balliol est seigneur du Galloway, dans la même région. Tous les deux, en plus, ont des domaines importants en Angleterre, mais aucun des deux n'a été choisi comme gardien du royaume. Évidemment, on se doute pourquoi. Très vite, leur rivalité va diviser la noblesse en factions ennemies, avec tous les désordres inhérents à ce genre de situation. La féodalité, à ce moment-là, joue à plein. Vous savez, c'est l'homme de mon homme qui est mon homme, etc., etc. Dès septembre 86, Robert Bruce, père, donc, réunit ses parents et ses partisans, y compris 2 barons anglais, Thomas de Clare et Richard de Burgh. À son appel, son fils Robert, donc celui dont on parlera plus tard, comte de Carrick, les comtes de Dunbar et de Menteith, James Stewart, Angus MacDonald, fils du seigneur des îles, tous font savoir qu'en cas de vacance du trône, il soutiendrait sa candidature. Vous avez compris, il rameute donc le banc et l'arrière-banc, comme on dit à cette époque-là. À eux tous, ils représentent la plus grande partie de l'ouest et du sud-ouest du pays. Mais Jean Balliol proteste aussitôt et à son tour, il rameute le banc et l'arrière-banc, c'est-à-dire ses partisans. Et quelques mois seulement après la disparition d'Alexandre III, le pays va tourner littéralement à l'anarchie. Alors, les historiens se posent encore la question, et moi-même je vous la pose, qu'est-ce qui a bien pu passer par la tête des gardiens ? Encore aujourd'hui, c'est une énigme. Pourquoi je vous pose cette question ? Parce qu'au printemps 1287, ils envoient au roi d'Angleterre 3 ambassadeurs pour lui demander d'intervenir dans leur pays pour les aider à maintenir l'ordre. Alors peut-être qu'ils considéraient Édouard Ier comme une sorte de tuteur naturel de la petite reine, puisqu'après tout, il est son grand-oncle.
Manque de chance, le souverain anglais auquel ils vont s'adresser, c'est quand même celui qui est le moins disposé à laisser échapper une occasion pareille d'accroître son pouvoir. Il est en pleine force de l'âge à ce moment-là, il a 48 ans en 1287. Il règne depuis 15 ans sur l'Angleterre. Il n'a d'ailleurs jamais cessé de combattre contre ses propres barons, contre les Gallois, contre les Cornouaillais et également en Aquitaine. Tout ça pour étendre son territoire et son autorité. À ses yeux, l'île qu'on appelle aujourd'hui la Grande-Bretagne, évidemment pas à cette époque-là, doit tout naturellement former un seul État soumis à un seul souverain, et tant qu'à faire, lui bien évidemment, pardon. Alors un peu, vous savez, comme César, Jules César, à l'époque, avec les Gaulois, avec les Éduins, vous savez, au moment où les Helvètes veulent traverser la Gaule et qu'ils appellent César au secours, eh bien, l'appel des Écossais va lui fournir à Édouard une chance inespérée de s'affirmer comme le maître au nord de la Tweed. La Tweed, c'est le fleuve écossais, bien sûr. Une ambition qui a, faut pas l'oublier, toujours été celle de ses prédécesseurs depuis Édgar, on parle là du Xe siècle. Étonnamment, ça c'est étonnant, effectivement, les négociations se déroulent avec lenteur. Rien ne permet de penser qu'à ce stade, Édouard ait envisagé de déposséder sa nièce, ni même d'empiéter sur son futur pouvoir. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.